Bienvenue pour ce webinaire Découverte métier avec l'Agence du climat de Strasbourg qui est à nos côtés pour découvrir donc du coup cette structure, son rôle dans l'accompagnement à la rénovation. Le métier de conseiller sera un peu plus à l'honneur et je vous présenterai moi aussi bien sûr la formation et l'ASDER. Nous accueillons donc Aurélie Bruder, qui est responsable du pôle rénovation énergétique à l'ALEC de Strasbourg, et Kim Cholin, qui est ancienne étudiante de la formation conseiller. Je vais les laisser se présenter, si vous voulez vous présenter. Merci Laurie. Bonjour à toutes et tous. Donc Aurélie Bruder, effectivement, je travaille à l'Agence du climat, donc qui fait partie d'un réseau, mais je vais y revenir juste après, donc des agences locales de l'énergie et du climat, donc à Strasbourg, et structure voilà, que j'ai intégrée en fin 2021. Bonjour à tous et toutes, Kim Cholin. Donc, je suis arrivée à l'Agence du climat en février, début février, donc c'est tout récent. Et c'était suite à la formation conseiller de l'ASDER que j'ai suivie. Donc c'était la session de l'automne dernier, commencé en septembre dernier. Et on Très bien. rentrerai Eh plus bien, en détail sur mon parcours après. oui, tout à fait. Je vais d'abord vous présenter très rapidement l'ASDER et ensuite je laisserai la place à Aurélie et Kim, qui pourront vous parler et de la structure, du métier, puis un peu aussi un retour d'expérience plus personnalisé de Kim par rapport à la formation et à son expérience. Et à la fin, je vous présenterai la formation conseiller de l'ASDER. Et comme je vous le disais, il y aura des temps pour toutes vos questions. Donc, pour vous présenter en quelques mots l'ASDER. Donc, l'ASDER, nous, on est une association. Notre statut, notre mission, c'est d'œuvrer pour une transition énergétique et solidaire. On existe depuis 1981, donc on a une quarantaine d'années, et on a eu une spécialisation dès le début dans l'éco-construction, les énergies renouvelables et la rénovation performante. On a deux axes pour œuvrer à notre mission de transition énergétique. C'est l'école du bâtiment durable, donc celle qui va vous intéresser un petit peu plus et que je vous présenterai un peu plus en détail après. Et on a aussi le service local de l'énergie. C'est une équipe d'une vingtaine de conseillers et d'experts qui vont accompagner en fait au quotidien des centaines de projets de rénovation énergétique et d'installation d'énergie renouvelable. Et nous, on est basé du coup en Savoie et en Haute-Savoie. Donc on est l'espace France Rénov de Savoie et on co-anime aussi l'espace France Rénov de la Haute-Savoie. Donc les espaces France Rénov, en quelques mots, c'est l'animation d'un service public pour accompagner et conseiller les propriétaires dans leurs projets de rénovation. Et donc c'est de manière indépendante, gratuite et neutre. On a également des conseillers qui vont faire de la sensibilisation grand public avec des conférences, des webinaires, des visites de chantier. Ils se déplacent également parfois en milieu scolaire. Mais le service local de l'énergie, c'est aussi l'accompagnement de collectivités. Donc, on accompagne les collectivités dans leur transition énergétique, donc au moyen de plans énergie, en les conseillant sur leurs énergies renouvelables, sur la rénovation du patrimoine. On fait aussi de l'accompagnement d'établissements médico-sociaux. Donc ça, c'est plutôt récent. Et on fait aussi, quand je vous disais l'accompagnement de particuliers, on a tout un pôle aussi copropriété pour les accompagner aussi dans leurs projets de rénovation. Donc, en quelques mots, avant que je laisse la parole à l'Agence du climat, sur l'école du bâtiment durable. Donc, bon, bah, pareil, ce centre de formation, il existe depuis 1981. Depuis 2019, on est également centre de formation par l'apprentissage, ce qui permet en fait une ouverture pour certaines formations du financement par l'apprentissage. On a un rayonnement qui est national au niveau de l'école du bâtiment durable, contrairement à notre service local de l'énergie qui est plutôt local. On a bien sûr du coup un lieu dédié pour vous recevoir. On a un plateau technique, on a des salles de cours bien sûr, et on a un lieu plutôt chouette comme vous pouvez le voir sur cette photo. On existe depuis suffisamment longtemps pour avoir un réseau conséquent de professionnels. On travaille beaucoup en réseau et évidemment aussi nos anciens stagiaires, que ce soit les formations longues et courtes. On a du coup aussi ce rayonnement grâce à cela parce on a plusieurs personnes qui travaillent dans plusieurs structures qui œuvrent pour la transition énergétique à plusieurs échelles. Donc ça nous permet d'avoir un réseau plutôt conséquent. Et on a un éventail de formations diverses, que ce soit du coup des formations longues pour des personnes en reconversion, des formations courtes pour des personnes qui sont plutôt des professionnels qui souhaitent monter en compétence sur certains sujets,
et des formations en ligne qui s'adressent un peu à tout le monde. C'est des formations qui sont en ligne et gratuites, qui sont accessibles sur une plateforme qui s'appelle MOOC Bâtiment Durable. Si ça vous intéresse, on en parle un peu plus après au niveau des questions. Et voilà, qui permet d'avoir parfois du renforcement sur certaines compétences, mais aussi parfois c'est une entrée en matière sur certains sujets qui peut être très intéressante. Voilà. Et je vais maintenant laisser la parole à Aurélie. Aurélie, n'hésitez pas à me dire quand je dois changer les slides, hein. Merci Laurie. Bah, on peut commencer. Donc, voilà, bah, je vais. Donc, déjà, merci à l'ASDER de nous avoir conviés à ce webinaire. C'est toujours très intéressant de partager un petit peu notre expérience et puis un peu voilà, ben, nos pratiques, ce qu'on fait. Donc, voilà, merci pour en tout cas cette invitation. Je vais commencer un petit peu plus pour enfin, vous présenter un peu ce que c'est l'Agence du climat, ce qu'on fait, les différentes missions et avec un focus un petit peu plus autour du sujet de la rénovation énergétique. Bah, tu peux avancer. Donc en fait, l'Agence du climat, déjà il faut savoir qu'on fait partie d'un réseau national qui s'appelle le réseau FLAM, c'est la Fédération des agences locales de l'énergie et du climat. Vous avez la petite cartographie qui représente un peu cette implantation de ces ALEC-là dans toute la France. C'est des structures pour les plus anciennes qui ont été créées fin des années 90. Donc certaines voilà, sont assez anciennes et puis d'autres comme la nôtre justement, un peu plus récents. Donc nous on est la 40e ALEC du territoire. Et puis la plupart des structures un petit peu qui ont démarré, elles ont démarré sur des thématiques un peu historiques, alors qui parlent beaucoup, enfin qui sont assez similaires à ce que fait aussi l'ASDER. Et dans les thématiques historiques, on a notamment toutes ces questions d'information, de sensibilisation sur la maîtrise de l'énergie. La plupart des structures portent un espace Conseil France Rénov dont Laurie a parlé. On est aussi beaucoup à accompagner justement les communes, les collectivités sur la gestion de leur patrimoine public. Et puis petit à petit, d'autres sujets ont émergé, comme forcément le développement des énergies renouvelables, les plans climat, les sujets de précarité énergétique. Et de manière un peu plus récente, et c'est ce qui va aussi faire le lien avec ce que nous, on déploie à Strasbourg, c'est que des thématiques nouvelles apparaissent, notamment les entreprises. Laurie parlait du sujet du médico-social, ça fait partie des secteurs un petit peu qui jusqu'à présent n'étaient pas trop touchés, trop accompagnés. Donc de plus en plus, il y a des accompagnements de ces thématiques-là. Également aussi sur la mobilité, les sujets de consommation responsable, et puis un sujet qui nous touche finalement au quotidien et qui est assez transversal, c'est la question de l'adaptation au changement climatique. Voilà. Donc, on est peut-être juste pour le dire, parmi les structures qui sont mentionnées là, donc effectivement, elles font la plupart toutes un service d'espace Conseil France Rénov. Il faut savoir qu'au niveau national, il y en a plus de 500 des espaces Conseil France Rénov, mais qui ne sont pas forcément tous portés par des agences locales de l'énergie et du climat. Donc, voilà, c'est un petit peu la particularité, mais ça représente du coup un autre réseau parallèle, on va dire ça comme ça. On peut passer à la suivante. Qui représente en fait finalement pourquoi on crée des agences locales de l'énergie et du climat et sur quel texte un petit peu on s'appuie aussi pour créer ça. Donc je le disais, les plus anciennes, elles datent de fin des années 90. Pour certaines, elles ont vraiment été précurseurs, notamment sur le sujet du conseiller partagé sur les questions énergétiques auprès de différentes communes, parce que les communes n'ont pas forcément toujours les moyens d'avoir un service dédié à ça. Et petit à petit, la loi est venue renforcer en fait ce rôle des agences locales de l'énergie et du climat. Donc, notamment en septembre 2023, au niveau européen, il y a une directive, la directive européenne qui a appuyé ce rôle des structures locales pour pouvoir
tenir lieu de guichet unique d'information sur ces questions d'énergie durable. Donc voilà, c'est aussi un élément qui a été repris dans le Code de l'énergie, donc enfin même qui existait avant dans le Code de l'énergie français, hein, où les collectivités territoriales peuvent justement créer des agences locales de l'énergie et du climat pour mettre en œuvre leur politique publique et notamment aussi œuvrer à l'évaluation éventuellement de ces politiques publiques. Et puis, à l'échelle nationale, hein, là aussi, pareil, voilà, il y a toujours cette notion d'intérêt local, d'une structure qui va vraiment travailler, s'inscrire dans la transition énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et cette notion d'adaptation au changement climatique. Et donc, nous, plus spécifiquement sur l'Eurométropole de Strasbourg, effectivement, on a été créé assez récemment et on est inscrit en fait dans le plan climat de l'Eurométropole de Strasbourg comme une structure qui va accompagner les usagers du territoire sur ces mêmes questions-là que je viens d'évoquer. On peut passer à la slide suivante. Justement, où donc l'Agence du climat, hein, comme beaucoup des agences locales de l'énergie et du climat, on est en fait une association à but non lucratif. Les présidences des ALEC sont toujours portées par un représentant de la collectivité locale. Hein, donc en l'occurrence chez nous, et c'est aussi notre périmètre, c'est l'Eurométropole de Strasbourg. Donc l'Eurométropole hein, qui couvre 33 communes dont Strasbourg et pour à peu près un bassin de 515 000 habitants. Je le disais, on est vraiment une structure très récente. Hein, on est inscrit dans le plan climat de l'Eurométropole, alors depuis longtemps, depuis 2009, mais ça a été mis en œuvre seulement en 2019, enfin 2020 à peu près. La structure associative a été créée officiellement en avril 2021, donc il y a maintenant 4 ans. Et on a démarré très rapidement, dès octobre 2021, les premières activités. Comme beaucoup aussi d'associations ALEC, on a un conseil d'administration, un bureau qui représente nos différents membres, qui sont répartis dans 4 collèges. Et donc chez nous, ça représente à peu près une centaine de membres. Hein. Il y a régulièrement de nouvelles structures qui adhèrent à l'Agence du climat pour contribuer à porter en fait ces sujets-là de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. Donc voilà, on a 4 collèges, les communes, les acteurs institutionnels, on va retrouver des acteurs la région, on va retrouver, alors chez nous c'est pas les départements, c'est un petit peu plus particulier, c'est une collectivité qui regroupe les départements. On va retrouver aussi l'université, des écoles d'ingénieurs, voilà, l'ADEME, l'agence de l'eau, ce genre de structures. Dans les acteurs de la société civile, c'est surtout des structures associatives en fait, hein, qui sont vraiment portées par des bénévoles, donc sur différentes thématiques, que ce soit sur l'énergie, sur le développement durable, sur la consommation, sur la mobilité de manière très très large. Et puis des acteurs économiques. Alors là, c'est encore plus vaste parce qu'on retrouve dedans des acteurs du monde de la rénovation énergétique comme les représentants d'artisans, la CAPEB par exemple, des énergéticiens. On va retrouver aussi des banques, on va retrouver des acteurs privés qui vont déployer des activités un peu similaires aux nôtres, et puis des acteurs aussi très divers et variés comme par exemple chez nous notre réseau local de transport urbain. Voilà, donc un petit peu ce panel-là. Si jamais, tout est de toute façon sur notre site internet si vous voulez un peu creuser. Et puis, finalement, concrètement, qu'est-ce qu'on fait à l'Agence du climat? C'est la slide suivante. Donc, en fait, quand on a été créé en 2021, on avait une volonté vraiment politique d'avoir une agence qui puisse traiter de manière très large des sujets variés en fait sur vraiment ces notions de transition énergétique et écologique. Donc on a en fait des thématiques qui sont bien plus larges que juste la rénovation énergétique des bâtiments, qui est souvent l'ADN historique des ALEC. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce panel-là. Ce qui fait vraiment notre particularité, c'est vraiment ce pôle qu'on a sur la mobilité durable et décarbonée. Et puis aussi le pôle sur la végétalisation, préservation de la biodiversité qui va avoir aussi ce rôle de nous porter de manière très transversale au sein de l'agence sur des questions d'adaptation au changement climatique.
Et notre champ, notre périmètre d'action, nos cibles d'action, c'est vraiment tous les acteurs du territoire, que ce soit les communes pour leur propre patrimoine public, mais aussi en service qu'on peut leur apporter vers leurs citoyens. Donc effectivement le grand public, et également les entreprises. Donc on est vraiment une structure qui va agir dans le cadre de l'intérêt général, avec du conseil neutre, indépendant, des actions de communication, de sensibilisation. Le but, c'est aussi d'avoir une bonne connaissance du territoire, des différents acteurs du réseau. Le fait d'avoir une centaine de membres nous permet aussi de faire du lien justement sur des actions communes, des choses aussi voilà, qui peuvent une structure qui souhaite aller sur un projet, elle cherche peut-être des interlocuteurs partenaires, voilà, on peut la mettre en relation avec d'autres acteurs du territoire. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Voilà. Et donc, on est vraiment identifié sur le territoire comme un tiers de confiance. Et pour le coup, la collectivité, alors qui est un de nos principaux financeurs, mais pas le seul, parce que ça représente à peu près 60% de notre financement. On a d'autres financements par ailleurs, mais du coup, la collectivité va effectivement quand même beaucoup communiquer vers cette agence du climat, comme la baseline de notre nom, c'est un guichet des solutions sur toutes ces thématiques-là. On peut passer à la slide suivante, qui, je crois, vous présente un peu voilà, l'équipe. Donc, on a commencé, je le disais, en octobre 2021. On était 6 à la fin 2021. On était 13 en juin 2022. Et maintenant, on est 32. Donc, on a une équipe qui a beaucoup grandi. Vous voyez un peu nos différents pôles métiers, donc avec la mobilité, la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, et puis le pôle finance climat adaptation qui est très large sur différents sujets justement de financement de la transition énergétique et adaptation au territoire. Et puis, bien sûr, comme dans toute structure, un pôle communication, valorisation et support. Chez nous, le pôle rénovation énergétique, il s'est surtout structuré en 2024 parce qu'on a à peu près doublé notre effectif courant de l'année 2024. Et comme on est dans un périmètre local où les émissions liées au transport routier est très fort, notamment donc, les émissions de particules, en plus des gaz à effet de serre, on a aussi un rôle justement d'accompagner les habitants sur les questions de déplacement, notamment en lien avec une zone à faible émission qui est en vigueur sur notre secteur. Donc on a eu la première activité qui a vraiment monté en puissance, c'est cette activité mobilité décarbonée, voilà, que maintenant, qui commence à être un petit peu plus posée, on va dire, en termes d'effectifs. Voilà un peu, on peut passer, je pense, à la suivante. Ce qui est intéressant de savoir dans une agence du climat, en tout cas c'est le cas chez nous, et puis pour connaître d'autres agences locales de l'énergie du climat, c'est aussi un peu leur cas, c'est que donc, c'est toujours des structures qui œuvrent dans le cadre des missions d'intérêt général et donc du coup qui accompagnent vraiment la transition du territoire. Nous, on a une équipe qui est vraiment pluridisciplinaire et je vous ai mis les quelques parcours au sein de l'équipe rénovation énergétique parce qu'on a vraiment des personnes qui viennent de secteurs très différents, sans compter, du coup, mais je laisserai Kim après se présenter, sur un peu son parcours à elle, mais voilà, il y a aussi de la reconversion, c'est aussi un peu mon cas d'ailleurs. Voilà, j'étais plus dans justement diplômée des sciences de l'environnement, et puis voilà, ça m'a pas empêché de pouvoir progresser sur ce sujet de la rénovation énergétique. J'ai commencé d'ailleurs en tant que conseillère en 2013 et maintenant, voilà, je suis responsable de ce pôle rénovation énergétique. Nous, comment on fonctionne aussi à l'agence du climat, on est par exemple sur une prise de poste, généralement on a un fonctionnement de tutorat, on découvre aussi les autres activités des pôles et puis voilà, en fonction aussi des besoins, on peut apporter des formations. C'est aussi un métier où, en tout cas une structure où on est vraiment en contact de manière quotidienne avec différents publics. Alors forcément, selon les missions des uns et des autres, c'est pas toujours les mêmes publics, certains vont être plus vers du grand public, d'autres plus vers des communes ou alors des acteurs professionnels ou acteurs relais. Et puis, vous l'avez vu dans notre organigramme, on est
très siloté, on va dire un peu par métier dans un organigramme, mais finalement on a beaucoup d'actions très transversales. Et ce qui est aussi, alors, à mon sens, hein, voilà, intéressant dans une structure comme la nôtre, c'est justement cette transversalité. Quand on parle changement climatique, finalement, il y a plein de sujets qui sont interconnectés. Et c'est aussi d'ailleurs quelque chose qui intéresse souvent nos publics cibles parce que ils peuvent voilà, faire des passerelles entre différents sujets, quoi. Et puis, en tout cas, nous, chez nous, c'est aussi un sujet intéressant. Enfin, c'est qu'on va régulièrement travailler sur des projets européens. On va chercher des financements européens dans le cadre de projets, d'appels à projets un peu spécifiques pour expérimenter de nouvelles approches, de nouveaux services. Donc, voilà, sur la rénovation énergétique, par exemple, en ce moment, on a un nouveau projet, mais je pourrais rapidement en parler après si vraiment il y a un besoin. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Du coup, pour vous parler un peu plus de ce qu'on se fait côté rénovation énergétique et énergie renouvelable, hein, j'ai vraiment regroupé les deux. Donc, vous avez les objectifs qui sont fixés dans le plan climat de l'Eurométropole hein, de Strasbourg. Notre objectif premier, hein, c'est de pouvoir participer à l'atteinte de ces objectifs du plan climat de l'Eurométropole. Donc, 8 000 logements rénovés par an dans le parc privé, une consommation énergétique liée au bâtiment tertiaire de moins 40% par rapport à 2012. Et pareil, atteindre un niveau de 40% d'économie d'énergie, d'énergie renouvelable sur le territoire dans le panel du mix énergétique d'ici 2030 par rapport par rapport à toutes nos consommations et sources de production d'énergie. Et puis, donc voilà, dans toutes les activités, et en particulier sur le sujet de la rénovation énergétique, on est toujours là pour agir dans le cadre de l'intérêt général, mais du coup aussi de prendre en compte le contexte du bénéficiaire, que ce soit une commune ou un particulier, son budget, ses enjeux, il y a toujours des choses un peu particulières. L'idée, c'est d'avoir une vision assez large aussi hein, quand on fait de la rénovation énergétique. On n'est pas forcément que sur une mono-action. Il peut y avoir peut-être des enjeux à intégrer d'autres éléments dans un projet. Sur les communes, par exemple, on accompagne beaucoup aussi dans le questionnement de certains bâtiments qui sont chauffés mais qui sont peu utilisés. Comment on peut optimiser aussi un petit peu leurs usages. On est bien sûr là pour apporter des conseils qui sont techniques, objectifs indépendants, même si, notamment sur le sujet de l'activité France Rénov', souvent on nous identifie en premier lieu pour informer sur les aides financières mobilisables. En tout cas, c'est un peu souvent la porte d'entrée facile. Et puis, voilà, les publics sont finalement assez preneurs après de découvrir qu'on est là aussi pour leur apporter des informations très techniques et les aider à avancer dans leur projet. Depuis, je veux dire un peu depuis peu, mais on a une action très concrète aussi maintenant pour justement proposer des solutions qui permettent aussi de s'adapter au changement climatique. Et ça, c'est par exemple le fruit d'un travail transversal qui a été fait entre les services, de pouvoir se dire, quand on rénove, il y a peut-être aussi des enjeux à tenir compte d'un éventuel impact sur la biodiversité, tenir compte peut-être de comment on lutte contre des risques d'inondation. Enfin voilà, donc c'est aussi des choses où on essaye d'avoir cette vision très large, très transversale. Et puis, finalement, sur tous nos publics cibles, hein, on est aussi beaucoup sur de l'action, de communication, de sensibilisation. On est pas mal dans les communes pour parler de nos sujets, que ce soit pour sensibiliser les élus pour leur propre patrimoine ou sensibiliser le grand public. Et on a aussi une action vers les professionnels de la rénovation aussi par rapport aussi parfois à leur capacité voilà, d'intégrer le contexte local dans leurs accompagnements que certains peuvent déployer, que ce soit un artisan, que ce soit des assistants maîtrise d'ouvrage, par exemple.
Et puis, je crois que j'ai encore une slide, il me semble. Je crois que c'est la dernière. Je vous ai un peu remis justement dans ces différentes thématiques un peu ce qu'on fait finalement comme action concrètement sur la rénovation énergétique. Donc, je le disais, on est Espace Conseil France Rénov sur notre périmètre. On est aussi impliqué dans le programme Territoires d'exclusion énergétique qui a pour but d'accompagner de manière très forte des ménages en précarité énergétique sur de la rénovation globale de leur logement pour les sortir de la précarité énergétique. Je le disais avant, on travaille sur aussi ce lien avec les professionnels, pas que les artisans, mais aussi d'autres acteurs de l'immobilier notamment. Et ça, c'est justement dans le cadre du projet Outerlife, projet européen qu'on mène avec nos homologues de Marseille. Sur la cible tertiaire, on accompagne, voilà, je le disais, les communes, on accompagne en particulier aussi sur le sujet des écoles. C'est le programme EduRénov. Et puis, depuis un petit peu plus récemment, vu que c'est seulement depuis le mois de septembre, aussi les entreprises, donc le secteur tertiaire privé. Et de la même manière, sur toutes ces cibles-là, c'est aussi toujours des conseils sur les énergies renouvelables. On a des nouveaux projets aussi qui vont démarrer là courant de cette année, notamment sur les projets de collectifs citoyens et aussi d'autoconsommation collective entre plusieurs acteurs qui souhaitent partager leur production photovoltaïque. Voilà un petit peu nos actions. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Je crois que j'ai plus de slides en tout cas, il me semble. Non, tu n'as plus de slide. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup Aurélie, c'était très complet, c'était très clair. Merci beaucoup de ton intervention. Et je vais vous laisser du coup poser des questions si vous en avez. Voilà. N'hésitez pas à soit poser des questions dans le chat, soit prendre la parole en ouvrant votre micro. Le plus dur, c'est de commencer. Tu as peut-être été tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Peut-être venir après. Si... Exactement, c'est ce que je me dis. Peut-être qu'avec la présentation de Kim, il y aurait peut-être des questions qui vont venir. Est-ce que Kim, je peux te laisser la parole du coup? Oui, tout à fait. Et Merci n'hésitez pas, hein, Laurie. si vous avez des questions dans le chat, à les poser. Donc je te laisse te présenter et faire ton témoignage. Qu'est-ce que... Merci Kim. Ah, rien. Ah, c'est vrai. Pardon, on vous avait perdu. Un petit Ah, écran noir. Donc, on est de retour. Donc, merci Laurie. Donc, effectivement, comme je disais, ancienne stagiaire de la formation CAR. Je viens pas du tout du monde du bâtiment à l'origine. Moi, mes études, je les ai faites en archéologie avec une spécialité en égyptologie. Voilà, c'est passionnant, mais derrière, il n'y a pas forcément beaucoup de boulot. Donc, après avoir un petit peu galéré, j'ai tenté une première petite reconversion dans le monde des musées avec un master en muséographie pour travailler sur tout ce qui va être création d'exposition, gestion de collection en musée. Suite à ça, j'ai travaillé pendant 2 ans à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, qui est un peu l'équivalent de la BNF, mais donc chez nous, au pôle exposition, donc, où je faisais essentiellement de la surveillance d'exposition, un peu de visite guidée, un peu de création d'exposition. Mais c'était uniquement des petits CDD entrecoupés de périodes de chômage, avec pas de perspective de poste stable. Et le gros du boulot étant de la surveillance d'exposition, c'était pas forcément le plus intéressant pour moi. Donc, c'était un moment que je réfléchissais à me reconvertir. La question, c'était donc quoi? Je savais que je voulais que c'est un lien avec l'écologie un peu au sens large. Au départ, je cherchais vraiment très large. Je ne voulais pas refaire des études longues, parce que j'avais déjà fait 8 ans de fac, c'était suffisant. Et je savais que je ne voulais pas aller du côté de la vente. Donc voilà, avec ces quelques critères, j'ai commencé à chercher un peu. Alors, je trouve que je connaissais déjà l'ASDR de manière personnelle, parce que j'ai grandi en Savoie, donc ça aide. Et c'est là que j'ai découvert cette formation conseiller accompagnateur en rénovation. Et, euh, et la description de la formation et du métier auquel ça amenait m'a bien plu, notamment sur la double casquette, connaissances techniques
assez importante qu'il faut acquérir, et en même temps le côté accompagnement des personnes, avec un côté aussi neutre où justement on n'a rien à vendre. Donc voilà, je me suis lancée donc, dans cette formation. L'enjeu un peu pour moi, c'est que le bâtiment, j'y connaissais pas grand-chose, hein, à part le côté un peu ruine en archéologie, mais ça n'a pas vraiment aidé. L'enjeu était un peu là sur est-ce que j'allais m'en sortir, est-ce que j'allais réussir à suivre au niveau de la technique sur les cours. Et donc la réponse c'est oui. Alors déjà au début de la formation, il y a des modules un peu plus génériques de contexte, de vocabulaire du bâtiment, des choses comme ça qui aident aussi à se mettre dans le bain et se mettre un peu tous à niveau. Nous, dans la promotion, donc on était 14. Alors, effectivement, il y en a plusieurs qui venaient du monde du bâtiment, mais je n'étais pas la seule à venir d'un milieu complètement différent. Donc, au final, ça n'a pas été un frein. Je ne me suis pas sentie complètement perdue pendant les 3 mois de formation. Et alors après, sur la formation, donc, comme vous le savez probablement, elle se passe en majorité en distanciel. Les journées sont denses, les cours sont intenses, donc ça, faut bien l'avoir en tête et il faut bien se dire qu'il faut être disponible mentalement, parce que c'est pas toujours simple, hein, ça faut s'accrocher. Quand on a 2 semaines de suite en distanciel, ça peut paraître long, mais voilà, si, ça se fait, hein, la preuve, on est plusieurs promos maintenant à l'avoir fait. Et après, nous, très vite dans la promotion, on s'est créé un petit groupe WhatsApp qui nous permettait de discuter entre nous, à la fois pour s'aider sur des points quand on avait un qui n'avait pas compris, d'autres pouvaient expliquer, mais aussi voilà, pour s'échanger un peu des nouvelles, se raconter des blagues, des choses comme ça. Et ça a vraiment créé un lien assez fort entre nous. Et du coup, quand on s'est retrouvés pour la première fois en physique, sur la première semaine en présentiel à l'ASDER, c'était assez chouette, parce qu'il y avait déjà ce lien de créer. Alors, c'était rigolo de voir les personnes en vrai après 2 semaines derrière un écran. Mais ça nous a vraiment tous aidés, je pense, la cohésion de groupe et l'esprit d'équipe qui s'est développé au sein de la promo. Voilà, sur les cours en eux-mêmes, sont très variés. Ce sont uniquement faits par des professionnels qui travaillent, soit en tant que conseillers ou sur le sujet qu'ils abordent. Et du coup, on sent vraiment qu'ils savent de quoi ils parlent. Ça, c'était vraiment appréciable. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Faut pas hésiter sur les cours en visio à participer. On a eu plusieurs retours des profs qui trouvaient que nous, on participait pas mal et c'est vrai qu'on n'hésitait pas à ouvrir le micro, poser une question, mettre une question dans le chat ou alors utiliser le chat pour discuter un peu entre nous sur des sujets un peu en parallèle du cours en cours, etc. Après, il y a eu aussi le stage. Donc, c'est d'abord une semaine d'immersion un peu dans la structure. Après, on retourne en cours, puis de nouveau 5 semaines de stage à la fin. Et ça, pareil, c'était une bonne expérience. La première semaine permet déjà de faire connaissance avec nos futurs collègues pendant le stage. Ça permettait aussi voilà, de se rendre compte que finalement, avec déjà les cours qu'on avait eus, moi, en tout cas, ça m'a vraiment rassurée sur cette première semaine de stage. Je n'étais pas larguée quand les collègues parlaient entre eux ou avec les ménages. Je comprenais de quoi ils parlaient et je sentais bien que voilà, les cours que j'avais suivis déjà, parce qu'on n'avait pas encore eu toute la formation, ça me permettait vraiment de se mettre à niveau et d'être capable de conseiller au final sur la question de la rénovation énergétique. Donc ça, c'était chouette. Et puis moi, pendant mon stage, donc j'étais en stage dans une structure associative qui est aussi Espace Conseil France Rénov'. Donc j'ai participé à des conseils, notamment conseils en rendez-vous d'1 heure avec mon maître de stage. Et à la fin du stage, il m'a même fait mener des rendez-vous. Donc j'étais vraiment mise dans le bain tout de suite. Et ce qui fait qu'après, donc à la fin de la formation, alors j'ai postulé donc à l'Agence du climat suite à la publication d'une offre de poste. Et au final, j'avais un peu le choix entre donc ma structure de stage qui me proposait aussi un poste, mais plus loin géographiquement pour moi, c'était pas forcément pratique, et l'Agence du climat donc qui m'a accepté. Donc j'ai choisi voilà l'agence à la base surtout pour des critères géographiques, mais je ne regrette absolument pas mon choix. Et en fait, avec mon stage et avec la formation, je savais déjà à quoi m'attendre sur le métier de conseiller. Donc, j'ai été assez rapidement à l'aise en poste. Pareil,
soutenir entre guillemets les conversations avec les collègues sans être, sans me sentir complètement à la masse. Voilà, au bout de 2 semaines, je prenais la permanence téléphonique de manière autonome. Au bout d'un mois, j'ai commencé à faire des rendez-vous en autonomie aussi. Alors d'abord en binôme avec ma tutrice, comme l'expliquait Aurélie, il y a un peu un système de tutorat, ce qui est très agréable d'ailleurs en tant que nouvel arrivant. Et voilà, après, Aurélie peut peut-être plus dire comment je me suis intégrée, mais en tout cas, j'ai vraiment eu l'impression que ça se faisait de manière assez fluide et que la formation donc CAR était vraiment une très bonne base pour commencer. Alors bien sûr, je ne connais pas tout, hein, il y a encore des points sur lesquels il faut que je me forme, sur des points particuliers, des choses comme ça, mais on a la chance d'être une équipe dynamique et toujours disponible, donc j'échange beaucoup avec les collègues sur les points que je ne maîtrise pas encore. Et ça, c'est assez chouette. Et après, sur les bénéfices personnels et professionnels de la formation, pour moi, il n'y a eu que des bons retours de la formation. Alors déjà, sur le côté professionnel, j'avais décidé de me reconvertir parce que je n'avais pas trouvé un boulot stable. Ce n'était pas suite à une remise en question de mon boulot précédent ou à un burn-out, etc. C'était vraiment les opportunités professionnelles. Donc là-dessus, j'ai été embauchée donc, en CDI à l'Agence du climat moins de 2 mois après la fin de la formation. Donc là-dessus, ça a été tout bénéf pour moi sur cette formation. Et d'un point de vue personnel, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. C'était vraiment très intéressant. J'ai toujours aimé apprendre, donc je me suis vraiment fait plaisir toute la formation. J'ai rencontré plein de gens super. On a gardé contact avec toutes les autres personnes de la promo. On a toujours notre groupe WhatsApp actif et on continue de s'échanger des informations très régulièrement. Donc vraiment que des points positifs, mais en tout cas pour cette formation. Et je peux confirmer effectivement je vous l'ai dit, hein, on a une équipe qui est vraiment pluridisciplinaire et il existe finalement peu de formations qui mènent à ces métiers de conseiller en rénovation énergétique, voire quasiment pas en tout cas. Voilà. Et c'est vrai que, alors moi, j'ai pas eu l'occasion de suivre une formation directement de l'ASDER, mais dans des formations internes qui nous sont proposées pour les conseillers France Rénov, hein, dans le parcours national, on va dire. Il y en a plusieurs, en tout cas, qui utilisent un bout ou des intervenants, notamment de l'ASDER. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même très enrichissant. Et moi, j'ai pu le constater. Et c'est vrai que Kim, elle a su tout de suite être opérationnelle. Elle est arrivée, je pense que c'est la première personne au sein de l'équipe que j'ai recrutée qui vraiment savait ce que c'était exactement un espace conseil France Rénov et connaissait globalement les différentes parties prenantes un peu sur ces sujets-là. Donc forcément, ça aide à être plus rapidement opérationnel. Ça ne veut pas dire pour autant que les autres personnes de l'équipe ne l'ont pas été, mais souvent on ne voit qu'un bout dans les formations un peu plus classiques. On a souvent qu'un bout un petit peu du métier de conseiller en rénovation de l'habitat ou de manière plus large des bâtiments, parce que je dirais que c'est un métier qui est aussi un peu sur quatre champs. Il y a le côté technique, il y a le côté administratif, financier, un peu ces démarches-là. Il peut y avoir un petit peu de côté juridique aussi, parce que voilà, il y a aussi des règles, des différentes réglementations qui s'appliquent. Et puis, il y a un autre côté très important, c'est le côté social, empathique aussi. Enfin, il y a une grosse capacité d'écoute à avoir sur ce type de métier. Il peut y avoir aussi, en fonction aussi de la cible, hein, une capacité de représentation. Voilà. Et c'est vrai que une formation comme la formation que propose l'ASDER, ça permet vraiment d'être un peu outillé sur ces différents sujets. Pour confirmer à Kim qu'on en apprend toujours encore, moi aussi, j'ai toujours encore des choses à approfondir. Donc voilà, sur le sujet de la rénovation énergétique du bâtiment, c'est un sujet très très vaste avec beaucoup de connexions. Donc en fait, voilà, il y a toujours un peu de process d'amélioration continue, si je puis dire, de nos propres connaissances. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'enrichit de manière très régulière. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce métier, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre, il y a toujours de nouvelles choses à voir.
C'est vrai que nous, on prévient souvent les candidats, on leur dit s'il faut être souple et prêt à apprendre un peu tout au long de votre future carrière parce que ça bouge beaucoup, autant le métier que les financements, que les conseils à donner. Et moi, je le vois bien au sein de l'équipe aussi, c'est toujours très mouvant et c'est toujours du coup très riche, mais c'est vrai il faut suivre, quoi. Merci beaucoup, Kim. Merci beaucoup pour ton témoignage. On peut du coup passer à la phase de questions et j'ai vu qu'il y en avait dans le chat. Donc, je vais les dire à voix haute pour que ça profite à tout le monde et on va y répondre. Donc, pouvez-vous indiquer quels sont les moyens d'intervenir dans le cas de la rénovation des logements pour des gens précarisés? Ou, dit autrement, y a-t-il des leviers de subvention à activer et est-on sensibilisé ou formé à cela lors de la formation? Est-ce que Aurélie, je peux peut-être te laisser intervenir si ça te convient sur les moyens d'intervenir dans le cas de la rénovation des logements en quelques mots? Moi, je vais Oui, juste indiquer que oui, tout à fait, vous êtes sensibilisé à cela lors de la formation, qui est donc du coup la formation conseiller accompagnateur rénovation. La question était aussi dans le chat de redire le nom de la formation. Il y a une demi-journée sur le sujet de la précarité énergétique. Et je vais laisser Aurélie répondre aussi. ouais. Le sujet de la précarité énergétique, c'est un sujet très vaste. On peut aussi distinguer deux situations. Il y a le cas où c'est le propriétaire directement qui occupe le logement qui est en situation de précarité énergétique ou le cas du locataire. Donc ça se traite pas forcément de la même manière. Mais effectivement, il y a des subventions qui existent pour les ménages en situation de précarité énergétique et des dispositifs d'accompagnement un petit peu plus particuliers qui sont aussi souvent très locaux, c'est-à-dire qu'il y a voilà, souvent un territoire qui va déployer une action un petit peu plus particulière vers ces cibles-là, selon forcément les situations rencontrées. Hein. Nous, on est sur un périmètre quand même plutôt urbain, mais voilà, il y a des zones très rurales où on va intervenir d'une autre manière. Et pareil, il y a aussi des actions spécifiques sur aussi identifier et prévenir la précarité énergétique. Notamment ce qu'on appelle des SLIM, et pour toutes les questions de rénovation des logements vers des ménages en situation de fragilité. Il y a effectivement différents programmes d'intérêt généraux qui existent, qui sont portés au niveau national par l'ANA et déployés ensuite localement selon les territoires. Merci beaucoup. Il y a une question aussi sur le fait de pourquoi est-ce que la formation n'est pas en présentiel. Alors, pour être un peu plus juste, oui, c'est vrai qu'elle est à 70% à distanciel et 30% en présentiel. Et il y a tout un temps aussi en stage. Je vais vous faire une présentation un petit peu plus explicite du calendrier et des différents temps. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en présentiel complètement? C'était pour permettre en fait à le plus de personnes possible en France d'y accéder. Chambéry, nous, on est basé à Chambéry, notre centre de formation. On sait que c'est pas forcément une ville qui est centrale en France, donc on s'est dit que ce serait un bon moyen, au vu des besoins en recrutement de plusieurs structures en France, d'ouvrir l'accès, d'ouvrir la possibilité à des personnes un peu éloignées de venir sur Chambéry, du coup uniquement 2 semaines et demie plutôt que la totalité de la formation. Alors ensuite, il y a une question sur la formation, un autre organisme de formation qui fait une formation. Alors parfois on a des questions par rapport à ça, si ça ressemble à celle de l'ASDER. Ça, je préfère que vous fassiez vous-même votre idée. En fait, on est des structures différentes. Il y a plein de structures qui existent, d'organismes de formation qui déploient des formations autour de la rénovation performante. Et je ne me prononcerai pas sur la similarité de ces formations parce que je ne les connais pas suffisamment. Je peux vous parler beaucoup de celles que nous on fait à l'ASDER, je les connais plutôt très bien. Celles des autres organismes, malheureusement, je les connais pas très bien. Alors, je vois qu'il y a une question sur les solutions financières pour la reconversion. Je répondrai à cette question plutôt sur l'autre partie de la présentation quand je vous présenterai la formation, si ça vous convient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir vos micros, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser en direct ou si les réponses qu'on vous apporte, vous souhaitez des compléments, n'hésitez pas pour qu'on puisse dialoguer. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Aurélie et Kim? Moi, je peux répondre rapidement sur la question du financement, en tout cas moi, comment ça s'est passé.
Moi, effectivement, je n'utilisais que le CPF, que le compte personnel de formation. J'avais fait une demande à France Travail, mais ils ont réduit très fortement les financements de formation et ils ne financent plus que des formations dans lesquelles ils ont déjà acheté des places, globalement. Donc, en tout cas, moi, ce n'était pas possible. Mais des fois, il peut y avoir au niveau de la région, des fois, des choses. En tout cas, moi, ça a été vraiment uniquement avec le CPF et puis après, le financement personnel. Ah, il y a une autre question. Avez-vous connaissance d'architectes diplômés et exerçants ayant fait partie des rangs de stagiaires de cette formation et en tirant un réel bénéfice dans leur pratique? Bénéfice au sens pouvoir toucher un certain public et non au sens bénéfice financier directement. Alors non, je n'ai pas connaissance d'architecte comme ça. Je réfléchis avant de répondre aussi rapidement. Mais non, moi, dans les promotions que j'ai suivies, il n'y avait pas d'ancienne architecte. Euh, Après, ça peut être intéressant pour des architectes qui souhaitent obtenir l'agrément Mon accompagnateur rénov'. Cette formation, je pense qu'elle peut. C'est pas. Alors, j'ai pas d'architecte, mais j'ai des entreprises qui ont suivi cette formation dans le but de monter en compétences. Donc, des espaces France Rénov', des entreprises privées qui souhaitent devenir MAR. Donc, MAR, Mon accompagnateur rénov', c'est un agrément de l'ANA. Qui permet à la structure qui suit les ménages de faire bénéficier aux ménages d'aide financière. Je le fais de manière très très courte, c'est un peu plus complexe que ça. Euh, donc non, j'ai pas connaissance, mais ça peut, enfin, faut voir en fait en fonction de votre projet personnel. J'imagine que ça vous concerne, Et oui, en effet, pour travailler chez Solia, alors on va en parler après des débouchés de cette formation, mais très concrètement, moi j'ai plusieurs, d'ailleurs, de collègues de promo de Kim ou d'autres promotions qui travaillent désormais chez Solia. Donc c'est tout à fait les débouchés. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer sur la partie formation. Je vais vous présenter la formation conseiller accompagnateur innovation ou le petit nom CAR, CAR. Donc, pour me représenter rapidement, donc moi je suis Laurie Prelorenzo, je suis responsable de cette formation au sein de l'ASDER. J'ai d'autres missions complémentaires, mais là aujourd'hui j'interviens en tant que responsable de cette formation et je vais vous la présenter. Voilà, là c'est les photos des dernières, de nos deux dernières promotions. Je vais vous présenter donc du coup les débouchés, le contenu très rapidement, le calendrier. Euh, voilà, en quelques mots, et puis je compléterai avec vos questions. Donc déjà pour démarrer, un peu pour voir les débouchés de cette formation, eh ben alors, ils sont notés là. Pour être vraiment plus dans le concret, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart de nos anciens stagiaires continuent soit donc dans l'entreprise avec laquelle ils ont suivi la formation, ça arrive, donc des personnes, comme je vous le disais, des entreprises privées ou des personnes qui faisaient déjà partie d'Espace France Rénov', donc continuent dans leur métier. Et sinon, nos anciens stagiaires rejoignent régulièrement les rangs des espaces tels que Solia, Urbanis, eh bien, des agences du climat, des espaces France Rénov' ou des entreprises, du coup, comme je vous le disais, qui sont mon accompagnateur Rénov'. Donc là, le petit diminutif, c'est MAR. Voilà pour les débouchés les plus communs chez nos anciens stagiaires. Mais vous pouvez aussi très bien, si vous le souhaitez, par exemple, devenir technico-commercial dans des magasins d'éco-matériaux. C'est des choses à laquelle notre formation peut former. Ça y répond aussi, parce qu'il y a de plus en plus de structures qui sont à la recherche, voilà, de magasins d'éco-matériaux qui sont à la recherche de conseillers qui vont accompagner le projet de rénovation. Voilà, donc ça fait partie des autres débouchés. Euh, voilà pour les débouchés. La formation, en quelques mots, donc la prochaine session aura lieu le 3 septembre. On a deux sessions par an. C'est une formation entre 14 et 15 semaines. Là, il y a marqué 15 semaines, mais c'est entre 14 et 15 selon le calendrier et les jours fériés, en fait, hein, tout simplement, qui tombent durant le calendrier. Et on alterne des périodes d'enseignement, donc du coup, à 70% à distanciel, comme je vous le disais, 30% en centre et le reste du temps en entreprise. Donc, bien sûr, en entreprise, souvent, enfin, tout le temps, vous le faites à côté de votre lieu de vie, d'habitat.
C'est une formation qui est certifiante. Donc là, je vous ai mis le numéro du RNCP. On s'appuie en fait sur la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables, dont le RNCP s'affiche ici. Et en fait, c'est le bloc 1 de cette formation. On est sur des apports techniques, des études de cas, des mises en situation pratiques. Quand vous venez, on fait aussi des visites. Enfin, voilà, on essaye de varier un peu les contenus pour que ce soit riche d'enseignements pour vous et que vous puissiez avoir la vision la plus large possible de ce métier de conseiller. Euh, un petit aparté, en fait, le métier de conseiller, enfin la formation conseiller accompagnateur innovation, c'est vraiment notre formation la plus métier à l'ASDER. On a d'autres formations longues qui s'adressent à des personnes en reconversion qui vont être peut-être plus larges. Cette formation, on l'a vraiment construite autour du métier de conseiller. Elle a été d'ailleurs construite initialement par une personne qui a été conseillère pendant, je crois, une vingtaine d'années et qui a ensuite été directrice d'une structure de conseil. Donc voilà, elle a vraiment été pensée de cette façon-là. On vous fait passer pendant cette formation une formation qui s'appelle FIBAT Audit Réno, qui vous permet, c'est un des premiers prérequis pour avoir un RGE qui permet ensuite de réaliser des audits pour information. Donc voilà, c'est pour vous dire, voilà, c'est pour vous dire que vraiment on l'a pensé pour vous apporter le plus de compétences techniques, le plus de connaissances possibles pour que ce soit bénéficiaire à votre apprentissage. Et on a environ plus de 20 intervenants donc, dans cette formation et ce sont tous des professionnels dans leur domaine. Donc en face de vous, vous avez des conseillers justement France Rénov, quelques architectes, des artisans, voilà, des personnes qui sont vraiment expertes du métier, des thermiciens, des auditeurs. Le contenu de la formation. Donc, on a 3 objectifs de formation qui sont centrés autour des missions du conseiller. Donc, la partie mobiliser les particuliers, ce qu'on met derrière ça, le concret derrière cet objectif, c'est le fait de pouvoir sensibiliser, fédérer, donc emmener les ménages vers des projets de rénovation. Donc là, c'est plutôt le contenu d'être capable de sensibiliser, de vulgariser son discours, d'être à l'aise à l'oral avec des cours de communication, par exemple, voilà, d'être en capacité d'adapter son discours. Et puis aussi la partie aussi comprendre, je trouve, dans cet aspect-là, c'est-à-dire être en capacité d'avoir, justement, comme le disait Aurélie, on a plein de publics différents, qui ont plein de besoins, qui ont plein d'attentes, qui ont un budget. Et c'est une grosse partie du métier aussi, c'est d'être capable de comprendre la demande et pas de partir sur son point de vue à soi. Voilà, d'être en capacité de comprendre les personnes qu'on a en face de soi. Et puis après, il y a la partie informer et conseiller, donc sur les différents aspects de la rénovation, donc c'est-à-dire être capable de comprendre le projet, les besoins, les contraintes spécifiques, et avec ça, d'avoir les compétences et les connaissances pour voilà, aller chercher dans la boîte à outils que la formation vous a apportée pour répondre aux besoins du ménage que vous avez en face de vous. Donc, finalement, de proposer des solutions techniques. Voilà, donc vous allez avoir des cours comme le bioclimatisme, les ventilations, le chauffage, et tout ça, tous ces cours-là, mis bout à bout, ils vont vous permettre vraiment de comprendre le projet et d'y répondre de la meilleure manière. Et finalement, le troisième objectif, donc derrière l'objectif accompagner les ménages, qu'est-ce qu'on met concrètement? C'est la réalisation d'une visite de site, effectuer un état des lieux, effectuer la prise de cote, être capable de repérer les pathologies d'un bâtiment, réaliser un audit énergétique. Donc nous, on vous forme sur DPE-WIN. Voilà, donc être capable de lire des plans, de comprendre les éléments constitutifs d'un bâtiment, de mesurer les consommations énergétiques, de mettre en place un plan de financement. Voilà, c'est tout ça qu'on met derrière les objectifs pédagogiques. Je fais un très très rapide tour, mais parce que je trouve que c'est important quand même de savoir comment est-ce que je vais être évaluée pendant cette formation, comment est-ce que je fais pour l'obtenir. Donc, on a cette évaluation, elle est récente, là, la promotion en cours est en train de la mettre en place. On a désormais maintenant la réalisation d'un projet d'étude de rénovation d'un bâtiment pour le compte d'un maître d'ouvrage particulier. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, on va vous mettre face à un projet concret de rénovation donc d'une maison individuelle et il va falloir de ce projet, de cette étude, grâce à l'énoncé qu'on va vous donner, réaliser un rapport écrit qu'il faudra ensuite soutenir devant un jury. Ce rapport écrit, il faudra que vous soyez en mesure, et donc ce qu'on va vous demander, bien sûr, on vous forme dessus, d'analyser la situation que vous avez en face de vous. Donc justement, concrètement, qu'est-ce que le ménage en face de moi veut, quels sont ses besoins, qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire maintenant, de faire des bilans énergétiques de l'existant,
et de faire aussi du dimensionnement des installations en place, de faire des scénarios de rénovation énergétique. Et puis, enfin, tout ça, dans tout ça, il y a bien sûr la réalisation de l'audit énergétique et aussi un compte rendu synthétique et pédagogique à destination du maître d'ouvrage. Voilà. Alors ça paraît un peu simple comme ça, mais je peux vous assurer qu'il y a 25 critères divers et variés sur lesquels vous êtes évalué et donc les éléments attendus sont très complets. Et donc finalement, par rapport à la formation conseillée, je voulais juste voir là le calendrier avec vous de septembre. Donc la prochaine formation commence le 3 septembre, comme je vous le disais. Et voilà, je voulais juste que vous ayez un peu une vue d'ensemble de à quoi ressemble la formation, justement avec cet aspect distanciel, l'aspect Chambéry et l'aspect en centre. Donc en septembre, c'est un contenu un peu différent de ce que disait Kim, parce que là, on va partir sur 2 semaines du coup à distance, une semaine à Chambéry, et après vous repartez à distance. Et cette année, il y a 2 semaines en stage avant de repartir à distance, revenir en centre, repartir en stage. Et finalement, les examens, la soutenance orale se passe ici. Et je voulais faire, avant de passer à vos questions, un tout petit aparté de nouveau, une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a la formation conseiller accompagnateur innovation qui répond tout à fait là au métier que Kim exerce désormais à l'Agence du climat. Mais je vais vous parler du coup aussi de notre formation chargée de projet qui peut répondre à ce métier et à d'autres. Donc, comme je vous le disais, nous, on s'appuie sur cette formation. On a extrait, en fait, toutes les connaissances, les compétences qui étaient importantes pour le métier de conseiller, en ajoutant, bien sûr, des modules spécifiques pour le métier de conseiller. Parce que justement, cette formation chargée de projet, c'est une formation qui dure 1 an en alternance, qui est exclusivement en présentiel et qui ne permettait pas, enfin, c'était pas facile pour tout le monde d'y accéder. Donc, c'est aussi de ce constat-là qu'on est parti et surtout, elle est longue. Elle a des blocs en plus sur, par exemple, autant Kim a été sensibilisé pendant une journée sur le photovoltaïque, là, c'est plutôt une semaine. Pareil, il y a une sensibilisation au solaire thermique, pareil, là, ça va être une vingtaine d'heures. Il y a tout un aspect aussi sur la collectivité et sur le bureau d'études, donc la maîtrise d'œuvre CVC fluide, qui est vue pendant la formation chargée de projet. Nous, la formation conseillère ne mène pas à des métiers de bureau d'études qui sont beaucoup plus, euh, enfin, qui ont une technicité différente de celle à laquelle nous, on forme. Et donc, en présentiel, ça peut être à Chambéry, Lyon ou Paris, depuis tout récemment. On a ouvert 2 campus à Lyon et Paris qui vont faire cette formation aussi. Et donc, comme je vous le disais, bah, il y a des débouchés qui sont plus divers. Donc, il y a celui de conseiller, où là, vous avez du coup 1 an, et donc avec des blocs complémentaires qui peuvent vous mener à des métiers tels que chargé de mission énergie en collectivité ou chargé de projet en bureau d'études. Voilà, donc je voulais faire un petit aparté pour vous dire qu'il y a aussi cette possibilité-là pour des gens qui ont un projet pro peut-être plus large ou qui ont une envie différente de formation. Je vais m'arrêter là et je vais répondre du coup à la question financement qui a été posée. Euh, le financement, du coup, donc c'est vrai que j'ai pas fait de slide par rapport à ça, mais notre formation conseiller accompagnateur innovation, il y a plusieurs méthodes de financement. Donc il y a le CPF, elle est intégralement finançable par le CPF, enfin c'est possible. C'est aussi possible, donc ça c'est pour tout le monde, que vous soyez en emploi ou en demande d'emploi. Et après, pour les demandeurs d'emploi, il y a en effet France Travail qui peut se mobiliser. Il y a la région, en effet. Nous, je sais que par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes nous finance quelques financements individuels de formation. Et après, pour les personnes en emploi, il y a ce qu'on appelle le projet de transition professionnelle. Donc ça, c'est le Transition Pro et je vous conseille finalement de vous renseigner plutôt auprès d'eux si vous êtes en emploi. C'est un dispositif qui est très intéressant. Euh, et après, bah, toutes ces questions de financement et de projets un peu plus personnalisés, moi, je vous invite tout simplement à appeler une de nos chargées de recrutement qui pourra répondre plus précisément à vos questions. Il y a des possibilités de prendre des rendez-vous sur notre site internet. Je vais regarder s'il y a d'autres questions dans le chat. Alors, il y a une question sur pour faire financer mon projet par Défense Mobilité, je dois faire 3 enquêtes terrain, savoir si le métier me conviendrait vraiment. Donc ça, oui, ça c'est très intéressant. Auriez-vous connaissance d'entreprise sur Marseille en tant que conseiller? Eh ben, je vous conseille tout simplement de regarder, alors ça, vous pouvez regarder l'espace France Rénov déjà, qui existe sur Marseille. Aurélie parlait d'un homologue, apparemment, avec lequel vous travaillez, l'Agence du climat à Marseille, du coup, j'imagine.
Voilà. C'est exactement ça. À Marseille, il y a une ALEC très dynamique, donc l'ALEC métropole marseillaise notamment, enfin métropole marseillaise. Et dans les parages, alors un petit peu plus loin que Marseille, il y a aussi sur Aix, alors c'est pas une ALEC, mais c'est le CPIE du pays d'Aix. Et puis un petit peu plus loin, une ALEC aussi à Montpellier. Voilà. Et puis après, il y a d'autres structures, hein. Effectivement, on a parlé de Solia, on a parlé Mm, d'Urbanis. tout C'est à des fait. structures quand même qui ont pas mal d'implantation au niveau national, hein. Nous, sur notre région, il se trouve qu'on a les deux, Solia et Urbanis. Et il me semble que sur Marseille, c'est également le cas. Tout à fait. Moi, c'est exactement ce que j'allais dire aussi. J'allais vous parler aussi de Solia et Urbanis, qui sont des bonnes structures, encore une fois, dans lesquelles nos stagiaires peuvent ensuite, enfin, ont des débouchés là-dedans. Et puis après, vous pouvez aussi vous adresser à des structures privées, hein, tout simplement, j'imagine, qui font du conseil. Après, tout dépend aussi, voilà, si vous voulez plutôt être dans du conseil neutre indépendant, il y a les structures aussi, donc encore une fois, qui sont Mon Accompagnateur Rénov'. Il y a des annuaires qui existent en ligne, vous pouvez trouver tout ça. Voilà, mais je suis sûre que Marseille est suffisamment dynamique pour que vous trouviez plusieurs, plusieurs structures qui pourront vous répondre. Et après, d'ailleurs, je pense que vous pouvez faire des enquêtes métiers au téléphone si c'est des enquêtes terrain. Alors, terrain, je ne sais pas du coup, mais si c'est des enquêtes téléphoniques, vous pouvez appeler d'autres structures en France. Il y a une question sur quels sont les critères pour intégrer la formation. Alors, pour intégrer la formation, on n'exige pas, mais on demande un bac plus 2. Et en fait, ce qui va vraiment nous intéresser, nous, c'est votre projet professionnel. Donc, la solidité de votre projet professionnel, vos motivations, votre capacité à suivre une formation à distance. Et il y aura aussi un test de maths à réussir. Parce on a euh, la spécificité peut-être de notre formation, c'est que nous, on aime bien insister sur l'aspect thermique du bâtiment. Donc, il faut quand même être pas allergique aux maths. Euh, voilà. Même si c'est très accessible et que je pense que c'est pas non plus, enfin, c'est pas du haut niveau, hein. On n'est pas justement en train de vous parler de niveau bureau d'études, mais voilà, on aime bien avoir un aspect thermique assez fort qui nous semble intéressant. Donc, il faut pas être trop allergique aux maths. Euh, Est-ce qu'il y a plus de débouches? Est-ce qu'il y a des offres d'emploi en conseil? Ah voilà, est-ce qu'il y a plus de débouchés en conseil rénovation ou en chargé de projet? Alors bah, bien sûr, il y a plus d'offres d'emploi pour qui face à la formation chargé de projet puisque les débouchés sont plus nombreux. C'est-à-dire que par exemple le métier d'économe de flux, vous pouvez y accéder avec la formation chargé de projet. La formation conseiller ne mène pas à ça. Travailler en bureau d'études, il y a des offres dans ce domaine. La formation conseiller n'y mène pas particulièrement. La formation chargée de projet est plus adaptée. Donc oui, de manière concrète, il y a plus d'offres d'emploi en face de la formation chargée de projet. J'espère que parfois, comme les questions sont sur le chat, n'hésitez pas hein, à me redire parce que peut-être que je réponds à côté de la vraie demande. Techniquement Moi, parlant, oui. je te coupe, Laurie. Oui. C'était juste pour rebondir sur cette question aussi, parce que pour le coup, donc nous, au côté Agence du climat, on a différentes cibles, et donc c'est vrai que la formation chargée de projet, bah, finalement, elle peut répondre à plusieurs de nos activités. Donc, mais je pense que voilà, les deux ne mènent pas exactement au même métier. Si vous voulez développer plus de connaissances, oui, c'est sûr, la formation de Mm. chargé de projet sera, me semble en tout cas à mon niveau, hein, plus complète pour travailler sur d'autres sujets. Mais après, il peut aussi y avoir des passerelles. Enfin, par exemple, nous, dans notre formation, enfin, en interne, on a aussi des personnes qui peuvent évoluer de poste. Donc, voilà, c'est aussi après des possibilités. Tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. Encore une fois, la formation chargée de projet, elle dure 1 an. La formation conseil accompagnateur rénovation, elle dure 3 mois et demi. Donc forcément, on n'apporte pas les mêmes choses dans les deux formations. C'est pour répondre à des projets professionnels quand même plutôt différents. Techniquement parlant, est-ce que la formation conseil accompagnateur rénovation est axée à la fois confort d'hiver et confort d'été? Oui, on aborde les deux sujets, tout à fait. Euh, euh, J'avoue que j'aimerais bien plus de précision, peut-être, mais les deux aspects sont abordés, oui.
Voilà, j'espère que ma réponse convient. Euh, Est-ce que les deux formations se complètent? Alors, non, non, les deux formations ne se complètent pas dans le sens, en fait, encore une fois, quand vous passez la formation conseiller accompagnateur innovation, vous passez un bout de la formation chargée de projet. Donc, encore une fois, c'est deux formations qui correspondent à deux projets différents. Si vous, votre projet professionnel, c'est de devenir conseiller ou chargé de mission, conseiller en habitat, enfin voilà, le métier en lui-même répond à plusieurs noms selon les structures que vous rejoignez, la formation CAR est tout à fait appropriée. Si vous souhaitez plutôt travailler en collectivité, en bureau d'études, voilà, la formation chargée de projet va plus y répondre, mais elle peut répondre aussi au métier de conseiller, puisque encore une fois, quand vous passez la formation conseiller accompagnateur innovation, vous passez un bout de la formation chargée de projet. Voilà, j'espère que c'est clair. Euh, Est-ce que cette même formation accompagnateur Réno de 14 semaines permet d'être habilité à faire du diagnostic DPE? Euh, non, c'est pas vraiment l'objet, même si on va au-delà de ça en fait. On va bien au-delà de ça. Vous êtes capable de faire de l'audit énergétique à la fin, donc ça va beaucoup plus loin qu'un diagnostic de performance énergétique. Mais peut-être pour réagir, il me semble qu'il n'existe pas de vraie formation pour faire un DPE. En tout cas, pour en avoir parlé avec des diagnostiqueurs immobiliers, il n'y a pas de vraie formation certifiante, en tout cas, à cette activité-là. C'est un peu enfin, jusqu'à présent, c'était un peu le défaut justement de ce métier-là. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a parfois des différences entre certains DPE. Mais effectivement, la question de l'audit, elle va plus loin. Après, de la même manière, une formation, si vous, enfin, la formation, elle vous amène à pouvoir être éligible à des certifications qu'il faudra ensuite demander. Et je connais pas celle, en tout cas pour être diagnostiqueur immobilier et donc réaliser du DPE, mais généralement, en tout cas, c'est associé. Le DPE est associé à d'autres diagnostics de l'immobilier, que ce soit amiante, ainsi de suite. Donc voilà, c'est souvent un peu plus large aussi comme sujet, quoi. Merci Aurélie. C'est la formation chargée de projet qui dure un an sur Chambéry, oui, tout à fait. Paris ou Lyon aussi, pardon. Je ne suis pas encore habituée parce que c'est tout nouveau, mais chargée de projet va avoir lieu aussi à Lyon et Paris. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Merci à tous pour vos questions. Un grand merci à Aurélie et Kim pour votre participation. C'est vraiment super de vous avoir. Ça enrichit vraiment les débats et la présentation de tous ces métiers. Donc, merci beaucoup d'avoir participé et merci à tous les autres participants pour vos questions. Merci à vous et puis on se tient en tout cas disponible avec Kim. Oui, tout à Vous fait. trouverez nos adresses mail sur le site de l'Agence du Climat si jamais vous souhaitez revenir vers nous aussi, ou notamment vers Kim, hein, parce que c'est surtout vers Kim qu'il faut revenir que plutôt moi, mais voilà, n'hésitez pas. Oui, s'il y a des questions sur la formation, sur comment ça se passe quand on est dans la formation, je peux tout à fait y répondre par mail aussi, bien sûr. Eh ben, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et donc bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée.